On dit que la curiosité est un vilain défaut. Mais il est naturel de vouloir en savoir plus sur le monde qui nous entoure. Après tout, c'est probablement pour ça que vous regardez cette vidéo, n'est-ce pas? Rassurez-vous, ces étranges et merveilleuses pépites d'informations vont certainement satisfaire cette envie temporaire. Restez assis et laissez-moi vous étonner. Pourquoi y a-t-il des pierres sur les voies ferrées? Voici un indice. Elles n'ont pas qu'un but esthétique. Et elles ont un nom officiel, le ballast. Toujours aucune idée? Tout cela fait partie d'un système ingénieux conçu pour maintenir tout en place pendant que des millions de livres de puissance pure déferlent sur les rails. Vous voyez? Poser des kilomètres de rails en acier directement sur le sol serait un véritable cauchemar technique. Elles seraient soumises à toutes sortes de facteurs de risque externes, notamment la dilatation et la contraction de la chaleur, les vibrations du sol, l'accumulation de précipitations par mauvais temps et la croissance de plantes en dessous. Le ballast fait partie d'une solution intelligente à ce problème, mise en place depuis près de 200 ans. Tout d'abord, une fondation est construite pour éviter les inondations sur les voies. Puis, une charge de pierre concassée est déposée par-dessus. Ensuite, une ligne de poutres en bois ou traverse est posée, suivie par d'autres en pierre. Leurs arêtes vives les empêchent de rouler les unes sur les autres, ce qui contribue à maintenir le tout en place lorsque les rails en acier sont posés bout à bout sur le dessus. Le ballast répartit la charge des traverses, qui supportent à leur tour la charge du train sur les rails. Les rails eux-mêmes ne sont maintenus que par des clips car les boulons se déforment et se cassent sous l'effet de la dilatation thermique. Voilà un procédé vieux de plusieurs siècles qui permet de se déplacer sur des milliers de kilomètres avec l'aide de quelques pierres. Quelles sont ces choses flottantes dans votre œil? Nous les avons tous vues un jour ou l'autre. Ces petits verres translucides et sinueux qui semblent flotter dans notre champ de vision. Mais qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est qu'ils semblent s'éloigner dès que vous essayez de vous concentrer sur eux, ce qui signifie qu'il est assez difficile de savoir ce qu'ils sont réellement. Rassurez-vous, ils ne sont pas vraiment vivants. Ils sont officiellement connus sous le nom de corps flottants. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez les ignorer la plupart du temps. La plupart des corps flottants sont de petites taches d'une protéine appelée collagène, qui fait partie d'une substance gélatineuse située au fond de l'œil, le vitré. Avec l'âge, les fibres prothétiques qui composent le vitré se réduisent à des petits morceaux qui s'agglutinent les uns aux autres. Les ombres que ces fibres projettent sur votre rétine, le tissu sensible à la lumière situé au fond de l'œil, sont à l'origine de l'apparition des flotteurs. Les flotteurs peuvent apparaître à tout âge, mais il est probable que vous commenciez à les remarquer entre 50 et 75 ans. Mais c'est toujours mieux que d'avoir des petits verres qui nagent dans vos yeux. Dans la Grèce antique, lancer une pomme à une femme était considéré comme une demande en mariage. De nos jours, poser la question implique deux choses essentielles, se mettre à genoux et exhiber une pierre coûteuse. Mais dans la Grèce antique, il suffisait de tendre la main vers la coupe de fruits la plus proche. Pour savoir où est née cette histoire, le lancer de pommes, tournons-nous vers la page de l'Iliade d'Homère. Eris, la déesse de la discorde, était assez mécontente de ne pas avoir été invitée aux noces de Pelée et Thétis. Elle décida donc de faire ce que toute femme logique aurait fait, jeter une pomme d'or dans la fête du mariage. La pomme portait l'inscription « Pour la plus belle ». Alors bien sûr, une bagarre a éclaté entre les trois déesses présentes pour savoir qui pourrait l'attraper en premier. Finalement, c'est à Paris de Troie qu'il revint de désigner le vainqueur. Vous savez, le type qui a déclenché la guerre de Troie parce qu'il courait après une femme mariée. Les déesses ont tout essayé de le corrompre, mais c'est Aphrodite qui a promis la meilleure récompense, une certaine Hélène de Sparte. Et personne n'a pu faire mieux. Depuis lors, il était considéré comme sacré pour Aphrodite de lancer une pomme comme déclaration d'amour et de l'attraper comme symbole d'acceptation. Qu'en pensez-vous? Cette coutume disparue depuis longtemps devrait-elle faire son retour? Après tout, les pommes sont bien moins chères que les bagues de fiançailles. Napoléon fut un jour attaqué par une bande de lapins. Après avoir signé les traités de Tilsit, qui marquaient la fin de la guerre entre la Russie et la France en juillet 1807, Napoléon était d'humeur à faire la fête. Au lieu de prendre une piñata ou d'ouvrir une bière fraîche avec les garçons, il organise une véritable partie de chasse. Napoléon a demandé à son chef d'état-major, Alexandre Berthier, de parcourir la campagne et de rassembler quelques lapins. Mais il était loin de se douter que cela lui retomberait dessus, littéralement. Berthier aurait rassemblé entre plusieurs centaines et 3000 lapins, les aurait mis en cage dans un champ et se serait préparé à les relâcher. Mais lorsque les lapins ont été libérés,
Ils ne se sont pas contentés de détaler. Ils ont foncé dans la direction du groupe de chasseurs. Au début, tout cela semblait assez drôle, mais en un rien de temps, les lapins ont envahi Napoléon, l'obligeant à se réfugier dans son carrosse qui a rapidement été encerclé par les bestioles. Assiégé et en infériorité numérique, le groupe n'a eu d'autre choix que d'agiter son drapeau blanc et de battre en retraite devant ses adversaires pelucheux. Apparemment, Berthier était plutôt paresseux, et il a acheté les lapins aux fermiers locaux, ce qui signifie qu'il n'avait certainement pas peur des humains, surtout ceux aussi petits que Napoléon. Pourquoi les toilettes publiques sont-elles en forme de U? Aujourd'hui, dans la rubrique « Ce que vous n'avez jamais remarqué avant, mais que vous allez remarquer maintenant », les toilettes publiques et privées ont une forme différente. Avant que vous ne cherchiez des toilettes publiques de forme carrée, je ne parle que des sièges. Plus précisément, les toilettes publiques ont un siège ouvert en forme de U, alors que celui de votre salle de bain a probablement un siège qui fait tout le tour. Vous pourriez penser qu'il est plus rentable d'utiliser moins de plastique dans les toilettes publiques, mais cette différence s'exprime par une raison plus importante, l'hygiène. Le siège de toilette à 2 branches et ouvert sont en fait exigés par les codes des plomberies adoptés par la plupart des autorités publiques aux États-Unis. C'est parce que, si vous êtes un mec, les sièges en U vous donnent un peu plus d'espace pour respirer, ce qui signifie que vous êtes moins susceptible de toucher le siège avec votre bazar. Cela signifie également qu'il y a une zone de moins où vous pouvez accidentellement éclabousser votre pipi. Et cela permet aux femmes de s'essuyer plus confortablement par la même occasion. Plus on en sait, mieux c'est, pas vrai? Pourquoi les chats font-ils blep? Si vous êtes propriétaire d'un chat, vous comprendrez peut-être de quoi je parle ici. Mais si vous n'en avez absolument aucune idée, un blep, comme Internet l'a si gentiment nommé, ressemble un peu à ceci. En gros, si votre chat sort sa langue et oublie de la remettre dans sa bouche, il blep. Cela peut sembler totalement involontaire, sans parler d'être scandaleusement adorable. Mais la science affirme le contraire. Selon Amy Chojai, consultante en comportement animal et spécialiste des chats, le blêpement est en fait lié à la façon dont les chats étudient leur environnement. Le nom scientifique de ce visage bouche ouverte est la réponse de Flehmen, que les chats utilisent pour recueillir les phéromones sur la langue. Lorsque ces phéromones sont transférés au mécanisme olfactif interne, ou organe voméronasal situé sur le palais, le chat peut détecter le statut sexuel ou d'autres informations concernant d'autres chats. Pratiquement toutes ces odeurs intéressantes peuvent être explorées par le blêpement. Cela signifie que lorsque votre chat semble avoir oublié le fonctionnement de sa langue, il s'agit en fait d'un petit détective bienveillant. Pourquoi Disney World n'est pas envahi par les moustiques? Disney World est peut-être l'endroit le plus magique sur Terre, et une partie de cette magie réside dans le fait que vous avez peu de chances de quitter le parc avec une piqûre de moustique. Parce qu'il n'y a pas de moustiques là-bas. Disney World est situé en plein milieu de la Floride marécageuse, qui devrait grouiller d'insectes volants. Mais une opération secrète appelée Programme de surveillance des moustiques a été mise en place pour les tenir à distance. Tout d'abord, il y a des pièges à dioxyde de carbone dans tout le parc. Dès qu'ils attrapent des insectes, l'équipe peut rapidement analyser la meilleure façon d'éradiquer la population. Mais Disney a une autre arme secrète, une armée de poulets sentinelles. Pendant que les oiseaux vaquent à leur occupation quotidienne dans les poulaillers répartis dans tout Disney World, le sang est constamment contrôlé pour détecter des maladies transmises par les moustiques, comme le virus du Nil occidental. Bien que les poulets ne puissent pas tomber malades, l'équipe de Disney peut les utiliser pour localiser les insectes nuisibles et les éliminer d'un coup sec. Il y a une chenille qui se gèle solidement. L'Arctique gelé n'est probablement pas l'environnement idéal pour une chenille, à moins que vous ne soyez une chenille ours laineux, bien sûr. Cette étrange bestiole commence à se nourrir de végétation dès son éclosion en automne, mais lorsque l'hiver arctique arrive, l'inévitable se produit, elle gèle. Pour la plupart des animaux, y compris les humains, ce serait la fin de la partie. Mais au retour du printemps, la chenille se dégèle et continue à grignoter comme si de rien n'était. Pour ce faire, elle produit un cryoprotecteur dans ses tissus, qui lui permet de geler son cœur, puis son intestin, et enfin son sang. Certains hivers dans l'Arctique peuvent durer 11 mois, ce qui signifie qu'elle dégèle et mange pendant 1 mois seulement avant de geler à nouveau. Bien que certains ours laineux soient connus pour avoir survécu jusqu'à 14 hivers, lorsqu'ils se métamorphosent en phalène tigrée, ils n'ont ironiquement que quelques jours pour trouver un partenaire avant de mourir. Cela me semble être une bien mauvaise affaire. Comment les astronautes se grattent-ils le nez?
Être astronaute comporte son lot de défis uniques, mais il y a une chose à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. Comment gratter une démangeaison gênante lorsque vous êtes couvert de la tête aux pieds par une combinaison spatiale encombrante? Étonnamment, les astronautes ont quelques options lorsqu'il s'agit de se gratter le nez. En fait, la plupart des casques spatiaux ont à l'intérieur un petit morceau de velcro réservé à cette fin. En outre, les casques sont également équipés d'un bloc de mousse appelé dispositif Valsava, que les astronautes utilisent pour se boucher le nez lorsqu'ils réajustent la pression. Ce bloc peut également servir de grattoir improvisé en cas de besoin. En 2011, l'astronaute de la navette Endeavour Andrew Fustel s'est retrouvé dans une situation plutôt délicate lorsqu'une partie du produit chimique utilisé pour empêcher la formation de buée à l'intérieur du casque s'est retrouvée dans son œil. Heureusement, il a pu utiliser le dispositif Valsava pour soulager l'irritation et poursuivre sa sortie dans l'espace. La prochaine fois que vous aurez une démangeaison gênante, pensez-y, ça pourrait être pire. Combien de temps faut-il tremper un Oreo? Quoi qu'on en dise, les Oreos sont faits pour être trempés. Mais si vous voulez une expérience optimale, pendant combien de temps devez-vous le tremper? En 2016, les membres du Splash Lab de l'Université d'État de l'Utah ont mené une expérience très sérieuse pour le savoir. L'équipe a maintenu des biscuits à mi-chemin dans du lait à 2% pendant des séquences allant de 1/2 à 7 secondes, et a pesé l'Oreo pour mesurer la quantité de lait absorbée. En 1 seconde seulement, les Oreos ont absorbé 50% de leur poids liquide potentiel, chiffre qui est passé à 80 en 2 secondes. Le chiffre s'est ensuite stabilisé pendant 1 seconde jusqu'à ce que le biscuit ait absorbé tout son potentiel de lait en 4 secondes. Qu'est-ce que cela signifie pour tous les amateurs de trempettes? En gros, si vous maintenez votre Oreo dans le lait pendant plus de 5 secondes, il n'absorbera plus de lait. Il sera détrempé et tombera dans le verre. Ce que personne ne souhaite. 3 secondes sont plus que suffisantes pour saturer le biscuit. Et toute autre prise de risque pourrait vous coûter votre précieux Oreo. Une femme s'est perforé la tête pour acquérir des super pouvoirs. Et si je vous disais que vous pouvez vous donner des super pouvoirs sans vous faire mordre par une araignée radioactive? Ça a l'air bien, non? Tout ce que vous avez à faire, c'est de percer un trou dans votre propre crâne. Non, je vais passer mon tour, moi. Merci. Croyez-le ou non, c'est exactement ce qu'a fait la Britannique Amanda Feilding en 1970 et elle a survécu pour en parler. Avant de s'attaquer à son propre crâne à l'aide d'une perceuse électrique, Feilding s'est renseigné sur l'ancienne pratique de la trépanation, qui prétend que le vieux truc du trou dans la tête est une passerelle vers une conscience supérieure. L'idée est que le flux sanguin vers le cerveau est réduit lorsque les os du crâne fusionnent pendant l'enfance, ce qui signifie que, en tant qu'adulte, nous avons une capacité limitée de connaissance et de compréhension. Feilding pensait que la création d'une ouverture calculée dans la tête agirait comme une valve de libération, pour rétablir un meilleur flux de sang et de liquide céphalorachidien vers le cerveau. Dans la vidéo Heartbeat in the Brain, Feilding a filmé sa propre trépanation. Bien qu'elle ait perdu près d'une pinte de sang, elle s'est enveloppée la tête dans un foulard, a mangé un steak pour remplacer le fer perdu, puis est sortie faire la fête. 50 ans plus tard, il n'y a toujours pas de preuves médicales pour soutenir ses affirmations sur la trépanation. Et pour autant que je le sache, personne n'a encore vu Amanda Feilding voler ou tirer des rayons laser depuis ses yeux. Connaissez-vous un fait divers qui, selon vous, m'impressionnera? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.